Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Philippe Thiel, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Chaumont. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier numéro 4. Bon, tout le monde est là ? Alors, qu'est-ce qui vous réunit tous dans les poursuites que ce tribunal a aujourd'hui à juger ? Il s'agit au départ d'une enquête sur un trafic de stupéfiants dans la région de Joinville. Alors, il y a eu des perquisitions, des auditions, des investigations sur compte bancaire. Tout ça a permis de mettre en lumière un certain nombre de charges susceptibles de peser sur toutes les personnes qui sont aujourd'hui poursuivies à des degrés divers. Donc je vais commencer par les personnes sur qui pèsent apparemment les charges les plus faibles, et puis on va remonter progressivement l'arborescence de ce trafic. Kevin, vous voulez approcher ? Alors, il vous est reproché les faits suivants. Il s'agit de faits d'usage, d'acquisition, de détention et de transport, alors de cannabis. Et il vous est également reproché des faits d'usage d'héroïne, cette fois-ci, sur la période du 1er juillet 2010 au 22 novembre 2010, et corollaire de l'usage, l'acquisition d'héroïne sur la même période. Alors on va d'abord faire un peu plus ample connaissance sur qui vous êtes. Bon, à l'heure actuelle, moi je sais que vous avez 21 ans. J'en ai 22. 22 Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je retravaille là. Ça fait une semaine et puis... Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je suis soudeur. Oui. Puis, Vous avez un emploi à durée déterminée ? C'est quoi ? C'est un intérim ? Pour une longue durée. Un CDI ? Non, pas encore, mais bientôt. D'accord. Quel est le montant de votre salaire ? 1006. Votre situation personnelle, vous vivez en couple ? Vous êtes célibataire ? Célibataire, oui. Vous vivez chez qui ? Chez vos parents ? Oui. Bon, alors, vos antécédents judiciaires, vous avez déjà été condamné. Alors, vous avez été condamné à 2 reprises. En 2009, vous avez été condamné déjà pour des infractions en matière de stupéfiants, qui servent d'ailleurs de fondement à l'état de récidive qu'on vous reproche aujourd'hui. Alors, les faits qu'on vous reproche, vous les contestez ou pas ? Oui. Vous entendez les contester ? Oui. Est-ce qu'il a compris la question ? Non, encore une fois. Oui. C'est le président. Je pense qu'il faut que... Bon, est-ce que vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche aujourd'hui ? Ouais, un peu. Un peu ? Ouais. Bon, d'accord. Ils ne comprennent pas le mot contester à chaque fois. Bon, je vous rappelle qu'on vous reproche des faits d'usage, d'acquisition, détention, transport de cannabis, mais également usage et acquisition d'héroïne, sur une période plus courte. Alors, premier point, votre relation aux produits stupéfiants. Est-ce que cette relation, elle a évolué ? Oui, Bon, où en êtes-vous à l'heure actuelle ? Je prends un traitement. Alors, Puis, quel est le type de traitement que vous prenez ? Subutex. Subutex ? Oui. Alors, ce traitement Subutex, vous le prenez depuis quand ? Puis novembre 2010. Pourquoi vous n'avez pas suivi ce traitement plus tôt ? J'en avais pas. Vous étiez sous le coup de cette précédente condamnation qui vous obligeait à suivre un traitement. Oui. Alors pourquoi vous n'aviez pas commencé à suivre ce traitement ? J'avais pas été voir le docteur, tout ça. Et pour quelle raison ?
Bah, vu que je prenais plus rien, tout ça, donc j'avais pas besoin de traitement. Vu que... Je prenais plus rien, donc j'avais pas besoin de traitement. Oui. Bah, si vous ne preniez plus rien, apparemment, vous continuez à en prendre. Oui, bah oui, mais non, oui. Alors, vous ne preniez plus rien. Vous disiez que vous ne preniez plus rien. Bah oui. Vous le disiez à qui? Au juge de l'application des peines? Oui. Et il vérifiait pas? Bah si, il vérifie tout ça. Alors qu'est-ce que vous lui montriez comme preuve? Je faisais des analyses, tout ça. Et alors, les analyses, elles montraient pas que vous preniez des produits stupéfiants? Non, j'étais positif. Ouais, si, c'était. Il montrait. Je fumais un petit peu du cannabis, c'est tout. Vous fumiez un peu de cannabis et puis vous évitiez d'en fumer au moment de la convocation. C'est ça? D'accord. Bon, qui vous fournissait le cannabis, voire l'héroïne? Des fois, j'étais sur Saint-Dizier, puis... Sans plus, sur Saint-Dizier, puis une fois... Oui, mais je vous demande pas où, mais qui? Qui? Ah, je connaissais pas. C'était un gars. Quel était le vendeur? Mais c'est comme... Vous l'avez cité dans votre procès-verbal. Johnny... Ah, ouais. Ah, mais oui. On se dépannait de 3 joints, c'est tout. C'était pas pareil. C'est lui, le plus souvent, qui me dépannait. Voilà. Car lui aussi consommait du cannabis. Alors, concernant la consommation d'héroïne, bon, vous avez été fluctuant, hein, vous dites que vous avez replongé un petit peu, puis que vous vous êtes arrêté. Vous avez évolué dans vos réponses. En fait, quand on vous pose la question « Êtes-vous consommateur d'héroïne ?», vous répondez « Oui, de temps en temps ». Oui. De temps en temps, et on vous demande à quelle fréquence, 1 gramme tous les 2 ou 3 jours. Vous indiquez, j'ai décidé de me ravitailler aux Pays-Bas. En effet, le gramme est vendu 7 €. Je suis monté 5 ou 6 fois entre septembre 2010 et novembre 2010. C'était rien que pour moi, mais j'ai expliqué tout ça. J'ai acheté 50 grammes d'héroïne pour ma consommation, à chaque fois. Alors, si on fait la somme de ce que vous avez acheté en 5 ou 6 voyages, on arrive à 300 grammes d'héroïne achetés en 3 mois. Environ, ouais. Comment vous financiez vos achats? J'avais le chômage, tout ça. Vous y alliez comment? En voiture, avec ma voiture. C'est vous qui conduisiez? Ouais, j'allais tout seul. Je prenais personne, tout ça. Non, mais alors, donc, il y a le coût du transport, de l'essence, les faux frais liés au voyage, plus financer l'achat du produit. Bon. Et c'était avec vos allocations au chômage que vous arriviez à financer ça? Je touchais 1 000 €, j'en avais même pas pour 400 € et tout, ouais. 300 et quelques, à peu près. Alors, vous finissiez par reconnaître que vous consommiez jusqu'à 4 grammes d'héroïne par jour. 3, 4 et non pas 1 gramme, comme vous le dites. Non, il faudrait jouer franc jeu avec le tribunal, monsieur, parce que vous nous menez en bateau. Non, je suis d'accord avec vous. Vous disiez tout à l'heure 1 gramme. Oui, c'était au début, ça. Bon, alors, de 1 gramme à 4 grammes, on n'est plus dans la même catégorie. Je sais. Si vous êtes monté à 4 grammes, je doute que vous n'ayez pas des rechutes ou des difficultés graves à raccrocher. Si, au début, j'ai eu du mal, j'avoue, tout ça. J'avais même demandé un traitement de méthadone, tout ça, mais j'ai pas réussi à l'avoir, donc j'ai fait avec. Très bien, vous pouvez aller vous asseoir. Alors, votre frère, Jérôme, vous êtes en détention parce que vous purgez quelle peine? Je purge la peine pour la même chose que je suis là aujourd'hui, quoi. Pour consommation de cannabis. Attendez, parce que vous avez été condamné à plusieurs peines. J'étais condamné à 2 vois mois. une peine de 2009. Ouais, j'étais condamné à... C'est la condamnation de 2009? J'étais condamné à 2 mois pour outrage, là. Oui. Et pendant les 2 mois, ils m'ont révoqué 8 mois de sursis pour consommation de cannabis, quoi. Il y a 2 condamnations. L'une du 20 janvier 2009 qui vous avait condamné à 11 mois d'emprisonnement. Ah, ça, j'ai déjà tout effectué, ça. Comment? J'ai déjà tout effectué. Et celle du 28 janvier 2009 qui vous avait condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 10 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. C'est ça. Et là, ils m'ont révoqué le sursis, là. Alors, vous êtes censé sortir quand? Dans 2 mois.
Les emplois que vous avez occupés avant votre détention, c'était Juste avant ma détention, ça faisait déjà 9 mois que je travaillais. Et vous gagnez combien? 1800, 2000 euros. Ça dépendait si je travaillais tous les mois, quoi. Il vous est reproché 4 infractions commises sur la même période. Ces 4 infractions qu'on vous reproche auraient été commises en état de récidive légale. Alors les faits reprochés, il s'agit d'usage, d'acquisition, de détention et de transport de cannabis. Donc des infractions de consommateurs, exclusivement. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Par exemple, je travaillais pendant un mois de nuit. Ouais. Je partais à 8h, je rentrais à 6h parce qu'il y avait 2 heures de route, à 6h du matin. Puis j'avais du mal à dormir, alors... vous preniez quoi? Je fumais un joint avant de dormir, quoi, et puis je dormais mieux. Vous avez reconnu consommer 2 joints par jour? Dans mes dépositions, j'ai dit... Sur la période, soit environ 12 grammes de cannabis par mois. J'ai consommé pendant un mois et demi, j'aurais dit non. Parce que déjà, le 1er août, j'ai pas consommé, j'étais en vacances. D'accord, là, ce qui est grave, c'est pas l'ampleur de la consommation en elle-même, c'est le fait que vous n'aviez pas respecté les règles d'un sursis avec mise à l'épreuve. Il faut comprendre qu'un sursis avec mise à l'épreuve, c'est une manière que vous fait la société de ne pas vous mettre en détention et de vous laisser la chance de vous réinsérer. Sous certaines garanties. Et puis, il y a un contrat, moral, et plus que moral, qui est signé avec la société, par lequel vous devez respecter les obligations qu'on vous impose. Et là, vous les avez transgressées. J'ai transgressé juste les analyses, quoi, parce que ça faisait quand même 9 mois que je travaillais. Alors, les joints que vous avez consommés, pour l'essentiel, vous aurez été remis par Johnny. Oui, moi et Johnny, on s'est déjà dépanné quelques joints auparavant. Donc des fois, quand j'en avais pas, j'avais demandé s'il n'y avait pas un petit joint, quoi. C'est tout. Vous n'avez plus de SME à faire à votre sortie de détention, vous aurez tout. Si, il me reste 2 mois. 2 mois. On m'a déjà révoqué 8 mois, je trouve que c'est déjà... Donc c'est une révocation partielle? Vu le travail que je faisais, je trouve que c'est déjà énorme. C'était juste pour savoir... On va peut-être vous prendre... on vous restituera la décision, on va peut-être la prendre. Pas du tout. Il n'avait pas besoin du jugement qui c'est marqué. On vous les restitue. Mais je m'aperçois effectivement que... Très bien, vous pouvez vous asseoir, monsieur, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à nous dire sur les faits qu'on vous reproche. Voilà, quoi, j'ai consommé dû à mon travail, quoi, c'est tout. Alors, monsieur... Il vous est reproché des faits d'usage, d'acquisition, de transport et de détention d'héroïne. Et sur une période plus courte, on vous reproche, en état de récidive légale également, des faits de vente, c'est-à-dire de cession d'héroïne, et des faits d'importation d'héroïne. Et donc vous êtes poursuivi pour en répondre. Alors vous vous présentez vous-même. J'habite avec ma copine. Là je suis incarcéré, mais avant... Donc vous vivez en couple depuis combien de temps? Depuis mars l'année dernière en fait. Ça fait un peu plus d'1 an. Vous avez des enfants? 2 enfants, ouais. Qui ont quel âge? 11 ans et 8 ans. Qui vivent avec leur mère en fait. Il est indiqué au casier judiciaire 8 condamnations. J'ai eu du mal à arrêter de consommer de l'héroïne. Alors 8 condamnations essentiellement liées aux stupéfiants. Alors la première condamnation qui est en rapport avec les stupéfiants date de l'année 2000. Ouais. 2007, vous êtes de nouveau condamné pour des infractions en matière de stupéfiants. Alors, relativement à cette condamnation, vous avez fait l'objet d'une révocation totale de votre sursis avec mise à l'épreuve en 2010. Ouais. C'est la peine que je suis en train de faire en ce moment, en fait. D'accord. Et puis, en 2010, la Cour d'appel vous condamne par un arrêt d'avril 2010 à 5 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage de produits stupéfiants en état de récidive légale.
Et ça entraîne la révocation du sursis avec mise à l'épreuve de 2007. 6 mois, oui. Donc, ce qui fait que j'ai 11 mois à faire, là, en fait. Donc vous avez 6 et 5, 11 mois à faire, oui. Ouais. Je tenais à dire que depuis juillet 2010, j'avais plus consommé, j'avais plus jamais rien consommé, quoi. Je travaillais, j'avais tout arrêté, quoi. Et bon. Bon, alors on en arrive au fait qu'on vous reproche. L'usage d'abord, la consommation de produits stupéfiants. Ouais. Vous avez précisé environ 1 gramme tous les 2 ou 3 jours. Moi, au début, c'était ça. 1 gramme me durait assez longtemps, quoi. Oui. Et bon, ensuite à la fin, c'était 1 gramme par jour, presque. Alors, à un certain moment, il y a quelque chose qui va modifier votre approche de l'existence et de votre rapport aux produits stupéfiants. Ouais. C'est la rencontre avec votre compagne. Ouais. Alors, vous pouvez nous en dire quelque chose au niveau des conséquences? Du coup, elle consommait pas, quoi. Elle aimait pas du tout ça. Et bon, je suis tombé amoureux d'elle, quoi, en fait. Et du coup, ça m'a aidé à arrêter, en fait. C'est grâce à elle que j'ai arrêté, quoi. Alors, il y a une période de décélération, on peut supposer. Comment ça? Une période de décélération de la consommation. Vous vous êtes pas arrêté d'un seul coup. À partir de mars, Oui. que j'ai rencontré en mars, petit à petit, j'ai décroché jusqu'à juillet, en fait. À partir de juillet, j'ai plus rien pris, en fait. Mais elle le savait pas, en fait. Je prenais un de temps en temps, à droite, à gauche, comme ça, sans qu'elle le sache, quoi. Alors, voilà pour l'usage. Alors, qui dit usage de produits stupéfiants dit nécessairement acquisition préalable de produits. Alors, comment vous vous fournissiez? Au début, en fait, mon frère hébergeait 2 personnes. Hervé et la mère de ma copine, en fait. Et au début, je leur achetais à eux, en fait. J'ai dû leur en acheter 10, 20 grammes, quoi. Après, en janvier, j'ai eu mon permis. Et après, je suis monté 2 fois en Hollande, en fait, en chercher pour ma consommation, en fait. En total, j'avais ramené une trentaine de grammes. Alors, si on reprend, il y a la période janvier-mars 2010, où après l'obtention de votre permis de conduire, ou la récupération du permis, vous allez faire un certain nombre de voyages aux Pays-Bas. J'en ai fait 2, je crois. Combien? 2, il me semble. 2. J'y suis allé 4 ou 5 fois avec ma voiture. Avez-vous indiqué? Moi, je suis sûr 2 fois déjà. Ah oui, 4 d'accord. fois, non, sérieusement, je vous promets. Bon. Alors, combien rameniez-vous d'héroïne de vos voyages? 20 à 30 grammes, en fait, quoi. C'était juste pour moi, le mois, quoi. Je prenais à chaque fois entre 30 ou 40 grammes. Ouais, 30, 40, ouais. Ouais, mais c'était pour moi, le mois, ça faisait 1 gramme par jour. En gros, c'était ça, en fait, quoi. Et vous les payez combien, vos grammes? Là-haut, j'ai payé 7 €. 7 €, ça, on est d'accord. Ouais. Alors, donc, il y a eu l'importation directe par vos voyages. Et puis, il y a eu des dépannages. Oui, ouais. Alors, dépannage, on retrouve des personnes ici présentes dans la procédure. Oui. Vous avez cité Philippe pour quelques grammes, 2 grammes. Quelques grammes, 1 ou 2 fois. Là, Monsieur, il est là? Oui, vous confirmez? Oui, et lui aussi, on a déjà dépanné aussi. Ça a marché dans les 2 sens. Bon, il vous est reproché des faits de cession, c'est-à-dire de votre côté de la revente ou du dépannage dans l'autre sens. Oui, voilà, plus. Alors, Philippe, vous l'avez dépanné? Ouais, si j'en ai fait, une dizaine, c'est le maximum, même pas 10, je suis sûr, même pas en fait. Vous pouvez lui demander, quoi, il confirmera, quoi. Ouais. Vous confirmez? Oui, j'en ai vendu. Est-ce qu'il vous a dépanné lui-même? Dans l'autre sens? Vendu, il m'a dépanné, même pas 10. Ouais, franchement, c'était rare. On va revoir ça. Alors, le problème des faits qui vous sont reprochés, bon, il y a une gravité intrinsèque. Dès lors qu'on touche à l'héroïne, c'est tout produit stupéfiant, mais l'héroïne est quand même particulier par rapport au cannabis. Mais en outre, il y a l'état de récidive légale dans lequel vous commettiez ces faits. Ouais. J'ai eu du mal à décrocher, en fait. J'ai eu du mal à arrêter de consommer de l'héroïne, en fait. Et pourquoi vous vous en êtes pas entretenu avec la personne qui était chargée de vous suivre au niveau de l'application des peines? Je sais pas, en fait, quoi.
Je sais pas lui dire. Cette personne-là, elle était là pour ça. Hein. Oui, je lui disais. On sent bien qu'un toxicomane a des difficultés à raccrocher. Hein, c'est dans la logique des choses. Mais en fait, moi, je travaillais, puis j'essayais de lui faire croire que je consommais pas, en fait. Et du coup, elle me demandait pas d'analyse, quoi. Parce que j'ai presque tout le temps travaillé, en fait. Donc, j'évitais les analyses. Et donc, ça a toujours été, quoi. Et j'osais pas lui dire que je consommais... Vous savez, quand on consomme... Oui, mais après, vous êtes dans cette situation-là où vous purgez une peine d'emprisonnement. Comment ? Vous êtes dans la situation actuelle où vous purgez une peine d'emprisonnement parce que vous avez voulu jouer au plus fin avec le système. À un certain moment, vous êtes rattrapé par vos mensonges. Oui, j'ose pas, voilà, quoi, en fait. Même mes parents, ils n'ont su que vraiment à la fin, en fait. Tout le monde, il y en a beaucoup, c'est comme ça, quoi. Bon, des questions à poser ? Madame le procureur ? Juste une précision, parce que vous parlez de dépannage entre copains, c'est quand même un dépannage payant, puisque vous avez reconnu que le gramme d'héroïne que vous achetiez 7 €, vous le vendiez 25 €. Oui. C'est quand même un dépannage payant, on est d'accord. D'accord, oui. Ça s'appelle une vente. Mais j'en ai même pas vendu 10, donc j'ai pas profité de l'argent. Ça s'appelle une vente, monsieur. Oui, ça s'appelle une vente. Ça s'appelle une vente. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Claude de... Bonjour. Alors, vous répondez de 5 infractions. Alors, on vous reproche des faits d'usage d'héroïne, d'acquisition d'héroïne, de transport, de détention et de cession. Alors, votre situation personnelle, familiale, professionnelle ? Je suis maçon. Vous êtes maçon ? Ouais. C'est un emploi salarié Je suis intérimaire depuis... Intérimaire ? Ouais, ça fait 1 an et demi. Vous avez une formation ? Ça fait 6 ans que je suis chez le même patron. J'ai fait une année de pré-apprentissage, 2 ans de CAP, 2 ans de BP, puis après... D'accord, donc vous avez un emploi stable ? Oui. Vous gagnez combien ? 1300, 1400. Votre situation familiale ? Je suis avec ma copine depuis 3 ans. Oui. Des enfants ? Non. Votre relation aux produits stupéfiants ? Où en êtes-vous ? Tout arrêté depuis que j'ai sorti de détention. Alors précisément, vos antécédents judiciaires, on a 4 condamnations dans votre casier judiciaire. 25 août 2010, je vois tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne. Vous êtes condamné pour diverses infractions en matière de stupéfiants à une peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement, intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve de 2 ans. Je l'ai fait, celle-là, la peine. Pardon ? Je viens de l'effectuer, la peine. Vous l'avez effectué ? Ouais. Et on a 21 septembre 2010, 2 mois d'emprisonnement, de nouveau pour des infractions en matière de stupéfiants. Alors là encore, les différents faits qu'on vous reproche sont en état de récidive légale, c'est-à-dire que la peine encourue est aggravée par le fait que vous avez commis ces nouveaux faits alors que vous aviez déjà été condamné pour des faits similaires. Alors on va les reprendre ensemble. On vous reproche des faits d'usage, c'est-à-dire de consommation. Alors vous avez expliqué que vous aviez consommé de l'héroïne depuis l'âge de 20 ans. Ouais, à peu près, oui. Alors sur la période qui nous concerne, vous avez précisé que vous consommiez environ 2 grammes d'héroïne par semaine en moyenne. Vous confirmez ? Oui. 2 grammes d'héroïne par semaine en moyenne, mais si l'opportunité se présentait, vous pouviez consommer 1 gramme d'héroïne par jour. Ça dépendait des fois, quoi. Alors l'acquisition, comment vous fournissiez ? À Joinville. Chez monsieur Philippe. Alors auprès de Philippe, ici présent, qui est poursuivi, notamment pour ces faits. On vous reproche accessoirement des faits de transport.
Ouais, de Longjuil à Joinville. Oui. Vous avez un véhicule? Oui. C'était la voiture de ma mère. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire sur les faits qu'on vous reproche? C'est parce que j'arrivais pas à m'en sortir, quoi. Maintenant, d'avoir été en détention, ça m'a servi de leçon, quoi. Là, ça fait depuis le 25 novembre que j'ai rien pris, quoi. Rien du tout, même pas fumé. Puis ça va, quoi. Avec le traitement. Je me fais suivre au psychologue aussi. Donc là, vous avez des analyses que vous fournissez. Et je dois en faire vous avez les justificatifs? Oui, c'est les... Oui, j'ai tout, monsieur le président. D'accord, donc vous nous les produirez pour le délibéré. Ok. Bon, avant, j'arrivais... Non, je dis avant, j'arrivais... Des fois, j'arrivais à tenir un mois sans... Mais je retombais tout le temps dedans, quoi. Très bien. Question? Madame le procureur? Juste une petite question. Quel bilan, justement, vous faites, monsieur, de votre passage en prison? Ça m'a servi de leçon, quoi. Concrètement, comment ça se passait? C'était long, quoi. Avec ma copine qui venait me voir tout le temps, quoi. C'est un peu dur. Ça a été le seul moyen de vous faire décrocher? Ouais. Si vous avez été attentif à ce qui a été dit tout à l'heure, les autres personnes qui sont passées, il y a également d'autres personnes qui ont déjà été incarcérées plusieurs fois et qui pour autant ont continué. Qu'est-ce qui fait que vous, on peut vous croire aujourd'hui quand on vous dit que ça vous a servi de leçon? Ouais, je sais pas trop. J'arrivais pas à arrêter, quoi, déjà. Et là, j'avais pas de traitement du tout en prison. Et là... Moi, je sais que ça m'a servi de leçon, quoi. Je suis plus du tout pareil. Maintenant, je parle bien. Je suis tout le temps chez moi, je sors plus. Je vois plus personne. Merci. Qu'est-ce que vous cherchez à travers la drogue? Je sais pas, c'est... Parce que mon père, il a eu un drogue. Vous avez un emploi stable, vous avez la chance d'avoir un emploi stable. Mais j'avais pas de copine. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui se succèdent à cette barre. Bon, vous aviez une vie affective régulière. Ouais, mais j'avais pas de copine et puis j'étais tout le temps tout seul. Mon père, il a eu un grave accident, donc... Et vous nous avez pas dit tout à l'heure que vous étiez avec votre compagne depuis 3 ans? Si, mais j'arrivais pas à arrêter, quoi. Avant, j'avais pas de copine, quoi. Ça fait 2 ans. Vous avez commencé parce que vous n'aviez pas de copine, c'est ça que vous voulez dire? Et après, même avec votre copine, vous êtes pas arrêté? J'ai vachement ralenti, quoi. Et puis, j'arrivais pas à arrêter, quoi. Très bien, le tribunal vous remercie. Vous pouvez aller à votre place. Alors, monsieur Hervé... Alors, vous devez répondre de 6 infractions qui sont des faits d'usage d'héroïne, d'acquisition d'héroïne, de transport également d'héroïne, ainsi que de détention. Il vous est par ailleurs reproché des faits de cession d'héroïne et également des faits d'importation d'héroïne. Alors, monsieur, vous avez 31 ans? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais de l'intérim. L'intérim? Vous n'avez fait que de l'intérim jusqu'ici? Je fais de l'intérim, oui. Oui, je fais beaucoup d'intérim. Votre rémunération environ? 1300, 1400, à peu près. Votre situation personnelle, familiale? J'ai 2 enfants. Donc vous vivez en couple, vous êtes marié? Non, je suis séparé, mais j'ai 2 petites jumelles. Et puis, qui sont à la charge de la maman? Oui, ils sont à la charge de moi. D'accord. Vous contribuez à leur entretien? Non. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on a eu des ennuis ensemble et tout, et puis que, du coup, là, je peux pas les voir, quoi. Attendez, vous ne pouvez pas faire dépendre votre contribution à l'entretien des enfants au fait que vous vous entendez bien ou pas avec la mère. Oui. Ça n'a rien à voir, monsieur. Hein? Les enfants ont besoin de ce financement pour vivre. Ah, mais bon, moi j'avais... En fait, je suis tombé dans l'héroïne. Quand ça s'est su, elle a retiré la garde des enfants. Donc de là, je me suis fait soigner.
D'accord, mais ce sont deux choses différentes. Oui. La garde des enfants, hein, c'est le choix du parent qui doit avoir la responsabilité juridique de l'enfant et la garde de ceci. Et puis il y a le financement de l'entretien qui doit être partagé par les deux parents en fonction de leur faculté contributive. Donc vous avez une rémunération d'environ 1 400 €, c'est ce que vous me dites, hein, bon an, mal an, par mois. Il n'y a rien qui fasse obstacle à ce que vous financiez l'entretien de vos enfants. C'est votre obligation, monsieur. Oui, je sais, mais elle a même retiré le nom. Ça n'a rien à voir, monsieur. Mon nom, les filles. Rien à voir. Alors, en l'état, ce qu'on vous reproche, donc, c'est notamment de la consommation de produits stupéfiants. Ça a un coût. Et le coût, vous le faites indirectement supporter à vos enfants en ne finançant pas leur entretien. Vous trouvez ça normal ? Oui, non ? Non. Non. Hein ? Bon, vos antécédents judiciaires. Vous avez 3 condamnations. Une de 2003, 3 mois d'emprisonnement avec un sursis simple pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite. En 2007, vous avez été condamné pour une nouvelle conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Et enfin, en 2008, vous avez été condamné à 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire. Alors, votre consommation d'héroïne ? 1 gramme et demi. Vous avez débuté quand dans l'héroïne ? Parce que vous avez 30, 31 ans, on peut supposer... Dès ma première séparation, en fait, je suis tombé dans l'héroïne. De ne pas voir mes enfants, tout ça, je suis tombé dans l'héroïne. Après, j'étais dans un foyer. De là, ils m'ont fait suivre. Et j'ai eu un traitement de Subutex. Et puis le traitement, après, ne faisait plus effet. J'ai replongé un peu dans l'héroïne 4-5 mois. Et maintenant, j'ai un traitement de méthadone. Vous avez précisé, lorsque vous avez été entendu dans le cadre de la garde à vue, vous êtes consommateur d'héroïne plus ou moins assidûment depuis 1994. Ça fait plus de 15 ans. Oui. C'est énorme, hein. Comment vous fournissiez en héroïne ? Auprès de qui ? Johnny. C'était d'ailleurs votre fournisseur exclusif, avez-vous indiqué ? Fournisseur exclusif sur quelle période ? 4-5 mois, quoi. Et auparavant, comment vous fournissiez ? Parce qu'avant, j'avais un traitement de Subutex, en fait. Et je suis retombé parce que le traitement ne me faisait plus trop effet. Et je l'ai caché un peu à ma copine, je l'ai caché. Et puis, jusqu'à temps qu'elle le découvre, qu'on allait se séparer. On allait se séparer, elle n'accepte pas du tout. Donc c'était soit je faisais quelque chose, soit j'arrêtais, ou soit je perdais ma femme, quoi. Donc j'ai arrêté. Bon, alors, Johnny, qui est votre fournisseur, prétendez-vous, vous l'avez connu comment ? Parce qu'en fait, le fils à ma femme, il est avec son frère. Et en fait, je l'ai connu comme ça. Donc c'est une affaire de famille, plus ou moins. Oui, voilà, ouais. C'est lui qui vous a fait des offres ? C'est vous qui... Non, j'en ai entendu parler. Formulé des demandes ? J'en avais entendu parler, puis j'étais le voir, quoi. Je lui ai demandé. Ouais. Si votre consommation était d'1 gramme, 1,5 grammes par jour, ce qui veut dire qu'il vous fournissait environ dans les 30 grammes par mois, sur la période. Ouais, ça fait à peu près 200 grammes. Voilà. Ouais. C'est ce que vous avez indiqué, entre juillet et novembre 2010, environ 200 grammes d'héroïne que vous auriez acquis auprès de lui. Et vous facturez ça combien ? 25 € le gramme. Il vous faisait un petit prix d'amis, là ? Non. Non, parce qu'à d'autres, apparemment, c'était 30 €. On vous reproche également des faits de revente. Alors, vous les reconnaissez, ces faits de revente, ou pas ? Jamais vendu d'héroïne, quoi. Jamais. Comment ? J'ai jamais vendu d'héroïne. Alors, vous avez eu des confrontations, notamment avec Philippe et Johnny, dans le cours des gardes à vue.
qui eux prétendent effectivement qu'ils ont acquis auprès de vous. Oui, parce que moi, en fait, pour moi, c'est Johnny et Philippe, ils habitent dans la même rue. Et Philippe, en fait, il est avec la fille à ma femme. Et une fois, quand j'avais été chez Philippe, sur le congélateur, j'avais vu 2 tas d'héroïne. Et de là, je lui ai dit à ma femme, voilà, quand elle a voulu avoir des explications, du coup, on a coupé les ponts carrément avec lui, et puis moi, je pense que c'est ça qui a fait que. Bon, vous relevez. Vous avez, dans le cadre de la procédure, prétendu que monsieur ici présent vous aurait vendu de l'héroïne sur la période mi-décembre 2009, avril 2010, pour environ 20 grammes. Environ, à peu près, ouais. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Non, jamais. Vous dites jamais ? Ouais. Pourquoi vous chargerait-il comme ça ? Je sais pas. Vous n'avez pas de différend familial, enfin de relations personnelles ? Je l'ai connu chez mon frère. En fait, il y a plein de conflits de famille. Il est avec la fille à ma femme, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires, ça c'est vrai. Il y a plein d'histoires, en fait. Non, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, si je comprends bien. Bon, très bien, je vous remercie. Alors, on a fait une perquisition à votre domicile. Perquisition qui a permis de faire la saisie d'une somme d'argent en numéraire pour un montant total de 890 €. Alors, compte tenu notamment de votre situation personnelle, vous ne roulez pas sur l'or. Oui. Comment vous expliquez qu'il y ait une telle somme d'argent chez vous en petite coupure ? Déjà, il y a mon loyer que je paye main en main à mon propriétaire. Et puis j'avais un petit peu d'argent. Vous faites pas de chèque ? Vous n'utilisez pas des modes de paiement habituels ? Non, il me fait un reçu et puis moi je le donne en liquide, quoi. Et donc ça, c'était destiné à payer le loyer ? Le loyer, puis un peu d'argent pour moi vivre, quoi, faire le mois, quoi. Et pourquoi des petites coupures, alors ? Pour le propriétaire des lieux, le payer avec des coupures de 20 €, il y a des coupures de 50 €. Hein ? Oui. Hein ? Ou de 100 €. Quel est l'intérêt ? Quand je pouvais, quoi, comme je pouvais. C'était combien le loyer ? C'était à 300 € le loyer. 300 €? Oui. Vous bénéficiez de l'APL ? Oui. Oui. 300 €, c'est déduction faite de l'APL ? Non. Là, l'APL déduit. Je donne 300 € de ma poche, quoi. D'accord. Voilà. Les faits d'importation qu'on vous reproche, pouvez-vous nous en dire quelques mots, là aussi ? J'avais jamais importé d'héroïne. J'allais chercher mon gramme, c'est tout, quoi. Tout ça. Chez Johnny, quoi, c'est tout. Vous avez jamais fait de voyage pour aller chercher à Maastricht ? Non, j'y suis allé une fois, passer une soirée là-haut, mais voilà, quoi, rentrer clean, quoi. Mais jamais ramené quoi que ce soit, jamais rien. Quel est l'intérêt économique de faire ce voyage avec des frais, des faux frais divers, le carburant, l'usure du véhicule, etc., uniquement pour aller consommer sur place, sans ramener? Pour moi, c'était un plaisir. Voilà, quoi, je savais qu'il y avait de la bonne main. Il y avait de la bonne main là-haut. Voilà, quoi, c'est tout. Vous comprenez qu'on puisse être dubitatif face à ça? Oui. Hein? Surtout que vous étiez seul. Oui, tout seul. Vous seriez donc allé tout seul, consommer en solitaire? Oui, et je suis reparti le lendemain. Et repartir? Le lendemain, oui, je suis reparti le lendemain matin. Et vous avez consommé quoi là-bas? Héroïne, et puis j'avais goûté la cocaïne. Et vous aviez consommé quelle quantité d'héroïne?
c'est plus trop juste, quoi. 1 gramme, 2 grammes, un truc comme ça. Voilà. Ce que vous consommiez en France, sur place. Donc, quel est l'intérêt de faire ce voyage pour aller consommer 1 gramme d'héroïne à 300 ou 400 km d'ici? Je comprends pas très bien. Le plaisir, et puis... Le plaisir. Voir comment c'était là-haut, toi. J'y avais jamais été, tout le monde me disait que c'était... voilà, quoi, ça valait le coup. D'aller au moins une fois, quoi. Très bien, le tribunal vous remercie. Alors, dossier suivant, Monsieur Philippe. Alors, vous avez à répondre de 6 infractions en matière de stupéfiants. Il vous est reproché des faits d'usage d'héroïne, d'acquisition d'héroïne et de cocaïne, de détention d'héroïne, de transport d'héroïne et de cocaïne. On vous reproche également des faits de cession, c'est-à-dire de vente d'héroïne. Il vous est également reproché, sur la période du 1er février 2010 au 28 février 2010, des faits de facilitation de l'usage de produits stupéfiants, spécifiquement en ayant servi d'intermédiaire entre Johnny et d'autres toxicomanes. Alors, vous êtes le plus âgé du groupe, hein. C'était en 1972. Vous avez 40 ans, 39 ans? 39 ans. Bon. Vous présentez votre vie professionnelle, familiale, si vous en avez. Depuis le mois de juillet 2003, j'ai décroché carrément de la cam. Pardon? Depuis juillet 2010, juillet 2010, j'ai décroché de la cam, en partant chez ma mère à Saint-Dizier. Suite à ça, j'ai fait un CDD d'1 mois et depuis le mois de septembre 2010, je suis embauché. Embauché à 10 € de l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat à durée déterminée? Une embauche. Indéterminée? Un CDI. CDI, d'accord. Et je suis divorcé aussi depuis le 6 mai. Oui, alors donc maintenant la situation familiale. Je suis divorcé depuis le 6 mai 2010. Vous avez des enfants? Non. Alors, des antécédents judiciaires. Il y a 6 condamnations à votre casier judiciaire. La plus ancienne date de 1999, conduite sous l'empire d'un état alcoolique. 2006, vous avez été condamné à une peine d'amende pour des faits d'infraction aux stupéfiants. Et en 2008, de nouveau, condamné pour une nouvelle conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Et malgré annulation du permis de conduire, vous avez eu 2 mois d'emprisonnement. En tout, j'ai pris 4 mois d'emprisonnement. Parce qu'ils m'ont révoqué 2 mois. Il y a eu une révocation de 2 mois. Donc vous avez effectivement fait 4 mois d'emprisonnement. Bon, alors, concernant votre consommation, sur la période qui nous concerne, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Sur la période qui nous concerne, j'ai commencé à ralentir au mois de mars. Parce qu'au mois de mars, je suis monté au Luxembourg chercher du tabac. Et mon chauffeur s'est trompé de route, on s'est retrouvé dans le Nord. Et vous êtes sorti de prison quand? J'ai eu le bracelet, j'ai pas été en prison, j'ai eu le bracelet pendant 4 mois. Pendant la période où vous avez eu ce bracelet, vous n'avez plus consommé? Non, j'avais arrêté. Vous ne pouviez plus sortir? J'avais arrêté, je pouvais plus sortir, j'avais arrêté. Parce qu'autrement, vous avez consommé de l'héroïne depuis quel âge? De 2006. J'ai essayé, je suis tombé dedans. Vous êtes monté jusqu'à combien à cette époque-là? Au début, j'ai commencé par 1 gramme pendant 1 semaine. Et puis après, ça a passé à 2 grammes. Et jusque de 2006 à 2007, j'étais prêt à 7 grammes par jour. Combien? 7 grammes par jour. C'est pas possible. Si, c'est possible, j'étais à 7 grammes par jour. Et après, j'ai arrêté 1 an. Et vous avez réussi à arrêter? J'ai arrêté pendant 1 an. En étant monté à 7 grammes? Oui, mais j'ai mis du temps à m'arrêter. Hein. Je suis pas sorti de chez moi pendant 2 mois. Je suis resté 2 mois au lit. Hein. Je pouvais plus sortir du lit. Hein. Bon,
dans le cadre de la garde à vue qui nous concerne aujourd'hui, vous avez indiqué « J'ai recommencé à consommer au cours du mois d'avril 2009 ». Oui, suite au départ de mon épouse. Alors, vous êtes monté jusqu'à combien de nouveau? Après, j'étais à 4 grammes par jour. De nouveau à 4 grammes? Alors, on vous reproche également des faits de cession, donc de vente. À la vente, est-ce que vous les reconnaissez, ces faits de cession? La vente, c'est les gens qui venaient me voir pour que j'aille chercher pour eux. Mmh. Mais là, sinon, en vente, j'avais pas en grosse quantité. Hein. J'allais chercher chez les gens pour leur amener leur consommation. Il y a beaucoup de personnes qui vous impliquent pour les faits de cession. Il y en a qui disent ce qu'ils veulent aussi. Il y en a qui disent ce qu'ils veulent. Parce que vous reconnaissez quoi au niveau de la revente? Vous connaissez avoir revendu à qui? Monsieur... Vous auriez revendu combien? C'est 3-4, disons 5, on a dû se dépanner 5 à 5 meuges. 5 quoi? 5 grammes. 5 grammes en tout? Ouais. Pas plus? Non. C'est rare que je le voyais même. Alors monsieur, puisque vous êtes... Oui, je lui en ai déjà vendu aussi un ou deux comme ça. Et quand j'en avais vous pas... l'avez, parce qu'on vous entend mieux? Oui, en fait. Oui, ça m'est déjà arrivé de lui en acheter. Oui. Ça lui est arrivé de m'en acheter, en fait. D'accord, ça on a compris. Pour nous, c'est nous dépanner, quoi, en fait. Ouais. Quoi. Mais quel était le volume des achats que vous avez fait au cours? 1 gramme de temps en temps, quoi. C'est vraiment rare, quoi. Quand j'avais rien, je lui demandais, puis lui, quand il avait rien, il me demandait, quoi, en fait. Ça s'arrangeait comme ça, quoi. Il était connu pour être un grand dépanneur. Enfin, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui s'adressait à lui pour avoir des... Il pouvait avoir, oui. Ouais, il pouvait avoir assez souvent, ouais. Je pouvais avoir aussi assez souvent, mais moi, c'est pas moi-même qui avait. Il pouvait avoir, en fait. Voilà. Il connaissait les personnes qui... Bon, merci. Bon, il y a quand même un faisceau de présomption que vous ayez fourni pas mal de gens en matière de stupéfiants. Ah, je dis pas le contraire, oui. Je dis pas le contraire, je vais pas nier l'évidence. J'étais consommateur, j'ai vendu pour ma consommation. C'était pas pour faire du profit. Oui, mais au-delà de votre consommation, vous vendiez... J'ai jamais vendu pour mon profit, j'ai vendu pour payer ma consommation. Au prix qu'il est le gramme, c'est un peu logique qu'on peut vendre pour payer notre consommation. Bon, alors pour qu'on y voit un peu plus clair, vous achetiez à combien votre consommation? Je l'ai payé à 30 €, moi, ma consommation. 30 €. Et quand vous dépanniez à quel taux? À 30 €. Alors quel est le bénéfice là-dedans? Il n'y avait pas de bénéfice, je gagnais rien. Quel est l'intérêt? Je gagnais rien dans l'histoire, si je prends le service. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est malade quand il est en manque d'héroïne? D'accord, j'entends bien, mais vous nous dites que vous aidiez ces personnes-là pour votre consommation personnelle. Là, on ne comprend plus. Il y en a certains, je gagnais... par exemple, si j'allais chercher quelque chose, je gagnais quoi? Je gagnais une trace. Sur la personne, j'ai ramené 100 grammes. Elle me donnait une trace. Pour au moins, j'ai ma consommation quand même. C'était pas... Le gars, sur le gramme, il me lâchait un caillou pour que je puisse me faire une trace pour moi la taper, pour que je sois pas malade. Bon, des questions à poser? Oui? Juste peut-être poser des questions. Vas-y. Alors, monsieur... Vous approchez. Vous lui avez acheté? Oui. Quel est le volume que vous avez acheté sur la période? Je ne sais pas beaucoup. J'ai dit en garde à vue. Déjà, il y a un truc... Attendez, non, c'est pas vous, on interroge. Vous alliez le voir assez fréquemment? Des fois, j'allais à Joinville, mais des fois, il n'avait pas, donc... Bon, et quand vous adressiez à lui, c'était pour avoir quel volume d'héroïne? Juste pour moi, quoi, 1 ou 2, quoi. Combien? 1 ou 2, ça dépend. 1 ou 2 grammes? J'ai pas pris beaucoup. Et ça vous coûtait combien? Comment? Ça vous coûtait combien le gramme, vous vous souvenez? 30 €, il le faisait. Et vous lui donniez quoi en échange alors? Rien du tout. Non mais c'est pas à vous que je me parle, 30 monsieur. 30 €, rien. Il n'y avait rien en échange. Monsieur, vous nous avez dit il y a 5 minutes, on me laissait une trace, on me laissait... Ça dépendait les personnes. Monsieur jamais me payait une trace. J'ai donné 100 grammes, il prenait 100 grammes, il partait. Ou il le tapait devant moi sans rien me donner. Voilà.
Très bien, le tribunal vous remercie. Vous pouvez aller à votre place. Alors, Madame Emmanuelle... Alors, Madame, il vous est reproché des faits d'usage de cannabis d'une part et des faits d'usage et de détention d'héroïne. Alors, je vais vous demander de vous présenter également. Alors, j'ai 25 ans presque. J'ai 2 enfants. Je suis mariée depuis le 14 février 2009. Et voilà. Comment vous gagnez votre vie dans ce ménage? Seulement le RSA et mon mari se débrouille souvent pour faire du cuivre. Alors, vous avez quel montant d'argent à votre disposition? Le RSA, c'est 831. Alors, donc, pour vivre, vous-même, votre mari et les enfants. Oui. Alors, consommation de cannabis depuis la naissance de votre premier enfant. Donc, ça remonte à environ 4 ans et demi, 5 ans. Et consommation d'héroïne que vous, sur le mode du sniffage, vous sniffez, à hauteur de 1 à 2 grammes par jour. À 2 avec mon mari. Comment? À 2 avec mon mari. Donc 1 gramme chacun? Ouais, enfin, pas tout... Pas tout à fait? Non, ouais, pas tout à fait. Non. D'accord. Puis c'était pas tous les jours non plus. Bon, alors ça représente en argent quel volume par mois que vous consacrez à la drogue? Ah, on consacre plus? Non, mais à l'époque. Je sais pas du tout. C'est mon mari qui s'occupait de ça, c'est pas moi. Je sais juste que je donnais pas d'argent de ma poche. De mon RSA. Vous avez indiqué la somme de 600 € est retirée du compte tous les mois, dont 400 servaient à l'achat de produits stupéfiants. Non. Enfin, c'est... En fait, non, voilà. C'est... il prenait 10 grammes, on va dire, d'un coup, et il me rendait mon argent. Voilà. Donc, c'est pas mon argent, au final. Si on vous suit dans l'ampleur de la consommation que vous reconnaissez par rapport à votre revenu, qui est très faible, bon, il reste quasiment plus rien pour le couple pour vivre avec ses enfants. Non, c'est parce qu'on s'arrangeait sur les grammes qu'on achetait, on s'arrangeait pour prendre un petit peu dessus. C'est tout, c'est comme ça qu'on a tout le temps fait. Alors qu'est-ce que vous appelez prendre un petit peu dessus? Je sais pas, genre on achetait 10 grammes d'un coup. Oui. Et il allait en vendre 9 et en garder un. Ah, donc il y a de la revente? Oui, un petit peu pour qu'on puisse consommer. Un petit peu. Sur 10 grammes, vous en vendez 9, ça fait... Oui, mais c'était pas souvent. Non, vraiment. D'accord. Si j'ai bien compris ce que vous expliquiez tout à l'heure, le RSA servait à acheter au départ la quantité et puis ensuite, quelque part, votre mari vous remboursait cette somme-là par la revente. Voilà. Ce qui fait que la somme du RSA permettait de faire vivre la famille. Oui, bien sûr. Par le biais de la revente. Donc il revendait autant que ce qu'il achetait, pour autant que ce qu'il achetait à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est très important. Enfin, même peut-être un peu moins, parce que c'est souvent qu'on perdait 30 ou 50 € dedans. Si on compte que vous consommiez à peu près 50 grammes par... Non. Ça fait ça, 2 grammes par jour chacun, ça fait 50 grammes par mois à peu près. On a été au Subutex dès qu'on est sorti de garde à vue, donc au mois de novembre. Oui, mais on parle d'avant, là, madame. Oui, d'accord. On parle pas d'après mais la garde à vue. c'est juste pour vous dire qu'en fait, au Subutex, on a 3 mg. Donc en prenant 50 grammes à 2 par mois, on pourrait pas être à cette dose-là. C'est impossible. Et vous preniez combien par mois, vous estimez alors? Je sais pas, il y a beaucoup de journées où on était bien malade et qu'on prenait qu'une trace dans la journée. C'était souvent. Bon, après, c'est vrai que ça nous arrivait d'avoir des grammes entiers, mais c'était pas tout le temps. Donc, en clair, vous assumez, ce qui n'était pas clair dans la procédure, vous assumez le fait que vous-même et votre mari, vous étiez dans un système dans lequel vous revendiez. Pour pouvoir consommer gratuitement, oui. C'est tout, oui, c'est ça. D'accord, tous les mots sont piégés. En fait, vous étiez dans un système où vous achetiez, vous revendiez. Pas moi, non. Donc, alors, pas vous. Alors, ça, c'est un autre problème. Bon, vous n'êtes pas poursuivi pour de la cession
Cependant, vous êtes là en permanence dans cette habitation, oui, d'accord, mais et vous voyez passer beaucoup de monde. Oui, mais alors après, les gens, ils entraient, ils restaient derrière la porte, ils attendaient derrière la porte. Jamais ils venaient nous voir, moi, les enfants, dans le salon, ou jamais plus loin. La procédure que nous traitons aujourd'hui, où il y a 11 personnes qui ont été poursuivies, cette procédure, elle est initialement ciblée exclusivement sur votre foyer. Hein. C'est votre mari, Johnny, qui attire l'attention par tout le manège de toxicomanes connus du coin qui viennent autour ou dans votre habitation. Bon, les choses sont claires. Et c'est à partir de là qu'on va remonter tous ces liens, toute cette arborescence, et qu'on a poursuivi l'ensemble des personnes aujourd'hui présentes. Voilà, donc vous êtes là, hein, au milieu avec votre mari. Vous les voyez, toutes ces personnes venir? Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, quel était votre rôle précis dans l'accueil de ces personnes? Ah, je parlais pas avec eux. J'aimais pas ça du tout. On est tombé dedans par hasard quand on est parti en vacances, se laisser entraîner. Et ma principale inquiétude après, ça a été d'arrêter pour pouvoir gérer au mieux mes enfants. Quand on est tombé en garde à vue, le lendemain, on est directement allé au point B. Attendez, toutes ces personnes-là, vous les accueillez? Non, du tout. Ça toque, j'ouvre pas la porte. Vous n'ouvriez pas la porte? Vous saviez ce qui se manigançait à travers ces allées et venues? Oui, bien sûr. Vous savez que ces personnes-là venaient pour s'alimenter et acheter. Ce que faisait votre mari, il avait votre consentement pour le faire? Ça s'était négocié entre vous dans le couple ou pas? Est-ce que vous aviez eu une discussion là-dessus? Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de disputes aussi. Quelle était votre position? En fait, moi, je supportais pas vraiment qu'il fasse ça, puisqu'après, je sais tous les problèmes que ça implique, forcément, ce que j'avais prédit depuis le début, donc perquisition et garde à vue et tout. Puis j'avais peur aussi pour mes enfants, surtout. Et en fait, lui, il m'a fait juste voir qu'on consommait, on était tombé dedans et on pouvait pas faire autrement que de faire ce moyen-là, de revendre quelques-uns pour pouvoir consommer gratuitement. C'est tout. L'argent qui était retiré de toutes ces reventes vous servait à vous approvisionner en produits stupéfiants, mais vous servez également à vivre? Non, pas du tout. Je faisais jamais plus que le RSA. Jamais plus? On a plein de factures, on a en plein dossier de surendettement tellement on a de dettes. Donc, sincèrement, ça a toujours été pas mal dur de... Est-ce que vous avez une voiture? Non, enfin oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a comme voiture? Une Golf. Vous avez une télévision? Oui. On l'a acheté avec un crédit. Quel type? C'est un 127 cm. On l'a acheté avec un crédit à la FNAC qu'on rembourse 62 € par mois. D'ailleurs, qui est fini depuis longtemps. Non, parce que votre train de vie est mis en cause par un certain nombre de personnes. Je sais pas, moi je vois pas. En tout cas, c'est pas eux qui vivent à notre place, c'est nous. Lors de la perquisition qui a été opérée à votre domicile, a notamment été saisie une somme d'argent, 530 €, là encore en petite coupure. Alors, quelle est l'origine de ces fonds? Parce que... c'est l'origine de ce qu'on touche tous les mois, simplement. On a fait la même chose il y a 2 ans, on a réussi à partir en vacances à la mer. Et là, on voulait faire la même chose pour cet hiver, pour partir au ski avec les petits. Alors, cet argent, vous provenez d'où? De mon compte, de mon RSA. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé sur le compte? Parce qu'on a plein de dettes, comme je vous ai dit, et du coup, souvent qu'on a le compte bloqué, donc il ne faut pas se permettre de faire ça. Parce que l'argent du trafic, il était lui aussi en numéraire, en petite coupure? Non. De toute façon, écoutez, quand il y a eu la perquise, les gendarmes, ils sont venus... Les toxicomanes venaient pour s'approvisionner, ils vous payaient. Enfin, ils payaient votre mari, avec de l'argent. Sûrement. Oui. Et cet argent, il était mis où? Je vous ai dit, c'est moi qui ai récupéré, puisque c'était mon RSA. Vous le récupérez en petite coupure? Et avant de si vous avez petite coupure, 10-20 €. Voilà. Oui, oui. De toute façon, personne n'a des billets de 50 €, 100 €. Et après, vous l'utilisiez comment? Vous le remettiez sur un compte ou vous le dépensiez directement? Je le gardais avec moi. D'accord. Oui, c'est sûr. Donc, comment savoir que ces 530 € ne proviennent pas de l'argent de la drogue? C'est sûr. Comment? Non, c'est sûr que vous pouvez avoir le doute. Bon. Vous avez autre chose à nous dire sur les faits?
tribunal vous remercie. Enfin, Johnny, vous approchez. Alors, on vous reproche des faits d'usage, d'acquisition et de transport et de détention de produits stupéfiants, l'espèce de l'héroïne, et en outre des faits de cession, c'est-à-dire de vente de produits stupéfiants, sur une période plus restreinte, celle du 1er mars 2010 au 15 novembre 2010. Oui. Alors, vous avez vous aussi des problèmes avec la drogue ? Oui. Vous en aviez, du moins à l'époque ? Oui. Où vous en êtes à l'heure actuelle ? Non, moi j'ai tout arrêté. Moi. Alors, vous fournissiez de quelle manière ? Comment ça, je fournissais de quelle manière ? Bon, pour satisfaire votre consommation. Oui. Vous achetiez j'achetais 10 à 15 grammes par semaine à monsieur et j'en revendais quelques-uns et puis je gardais le reste pour moi. Alors, monsieur, vous le vendez à quel prix, à quel taux ? Ça dépend de ce qu'il avait. Des fois c'était 20, des fois c'était 25. Ça dépend des quantités qui lui restaient. Et vous revendiez à 30 ? Voilà, c'est ça. Comme ça me faisait... le reste, c'était pour moi gratuit. Comme ma femme qui expliquait. Quelle aurait été la raison de vous vendre à 20 €, à Maastricht, il l'a à 7 sachant que vous alliez revendre à 30, je comprends pas très bien. Parce que lui, à Maastricht, il l'a à 7. Donc en la vendant 20 ou 25 €, il prend son bénéfice. Donc lui, il allait directement se fournir aux Pays-Bas. Et implicitement, d'après ce que vous dites, il ne prenait pas le risque de la revente par lui-même sur place. Non, il a passé à des entendements. Si on vous suit, les cessions sont corrélées à ce que vous achetez pour votre consommation. Vous achetez 10 à 15 grammes par semaine. Sur ces 15 grammes par semaine, vous en vendez combien ? Ça dépendait du tarif qu'il me le faisait. Si je le vendais jusqu'à le prix que j'avais acheté, genre 300 € les 10 grammes, j'en vendais pour 300 € et le reste, je le gardais pour moi. En fait, je me remboursais, quoi, c'est tout. Alors, pour le dire autrement, combien revendiez-vous de grammes par semaine ? On va dire 10 et j'en gardais 5 sur 15. On a une impression, à travers la procédure, qu'il y a beaucoup de personnes qui passent c'est vrai, vous voir. Alors, est-ce que le nombre de personnes qui s'adressaient à vous correspond au nombre de grammes dont vous disposiez par semaine pour les satisfaire ? Ça ne me semble pas. Il y a beaucoup d'exagération. Il y a des gens qui ont dit un peu trop. Alors, vous dites qu'il y a de l'exagération. Vous avez beaucoup de gens qui vous mettent en cause. Il y en a beaucoup. Et vous étiez la personne qui était ciblée dans le cadre de cette procédure, vous le savez. Je l'ai compris, oui. Bon. Non, en fait, c'est faux. Écoutez, on va prendre d'abord une personne qui n'est pas là. C'est Céline. Alors, elle indique... j'ai été sollicité par d'autres personnes pour aller chercher du produit. En général, la personne qui me demande vient me chercher. Je prends l'argent qu'il me donne. Ça prend 5 minutes. Je vais chercher et je lui ramène. En échange, j'ai des sous. Soit il me donne de la cam. Alors ça, c'est son rôle d'intermédiaire qu'elle reconnaît. Alors, chez qui elle allait ? Chez vous. Oui, c'est vrai que ça lui est déjà arrivé, mais pas autant de fois qu'elle le dit. C'est faux. À quelle fréquence alliez-vous chez Johnny pour vous approvisionner, que ce soit pour votre consommation personnelle ou pour dépanner quelqu'un ? Réponse de l'intéressé. Je devais aller 2 ou 3 fois au minimum chez lui par semaine pour son compte personnel. Par contre, au maximum, il m'est arrivé d'y aller une dizaine de fois dans la journée pour aller chercher des produits stupéfiants. J'y allais chercher 1 gramme, parfois même un demi-gramme, et parfois j'y allais pour 0,5 gramme en une seule fois. Non, c'est faux. Elle en rajoute beaucoup. Vraiment. Donc c'est faux ? C'est faux, oui. Parce que moi, je vendais juste pour ma consommation personnelle et c'était vraiment... Je dépassais pas les 15 grammes. Pourquoi dirait-elle ça ? Quel est son intérêt ? Je ne sais pas, du tout. Je comprends pas. Si elle a voulu se défendre, je sais pas. Alors, il y a... Au niveau des gens qui sont passés par vous pour s'approvisionner, vous en avez un certain nombre, donc qui vous mettent en cause. Arnaud... Oui, c'est vrai, j'en ai déjà vendu. Il indique qu'il se fournissait sur la période auprès de vous, et ce depuis 1 an et demi, en raison de 5 grammes par semaine. Ah non, c'est faux. Vraiment. Lui, à chaque fois, il venait en chercher qu'un. Cédric...
Ça vous dit quelque chose, Cédric? Je le connais même pas. Il vous met en cause pour lui avoir vendu 16 grammes d'héroïne par mois. 16 grammes d'héroïne par mois. Je sais pas pourquoi ils racontent tout ça, les gens. Mais toutes ces personnes-là, il n'y a pas une conjuration entre vous. Toutes ces personnes-là ne sont pas focalisées ensemble. Grossissent les choses, sincèrement. Parce que moi, je me vois pas vendre tout ce que est dit. C'était juste pour ma consommation personnelle. Chez moi, je vis pas dans le luxe. Benoît. Ouais, je le connais, c'est vrai. Les gendarmes qui ont fixé votre domicile pendant plusieurs mois, ils ont fait la constatation qu'il y a eu une transaction entre lui et vous qui s'est déroulée sur le trottoir devant votre domicile. Ah, c'est possible, j'en ai déjà vendu aussi. Donc il y a des parts de vérité quand même dans tout ça. Il y a des parts de vérité, mais c'est juste un peu exagéré, quoi. Il y a des quantités qui sont trop grosses. Bon, voilà les charges qui pèsent sur vous. Alors le tribunal va apprécier la validité de ces charges, mais ce sont des charges qui sont lourdes. Je sais, mais il y a beaucoup d'abus, vraiment. Très bien, vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Bon, vous pouvez retourner à votre place. Merci. Bon, voilà, le tribunal a terminé l'instruction à l'audience du dossier. Vous voulez faire une pause de quelques instants ou on embraye tout de suite sur les réquisitions, plaidoiries, comme vous voulez? Bon, écoutez, on va commencer par les réquisitions. Oui, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, je vous remercie. Effectivement, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, en préambule, comme toute affaire de stupéfiants, cette affaire que vous venez d'examiner est tout à fait ce que l'on peut appeler une affaire à tiroir, où à partir du moment où on commence à s'intéresser à un toxicomane, on tombe sur toute une manne de clients potentiels, ou en tout cas d'autres toxicomanes, et tel est le cas en l'espèce. Force est néanmoins de constater, et je crois que c'est valable pour l'ensemble des protagonistes, c'est que la situation personnelle de chacun reste tout à fait fragile et que l'on voit bien qu'il y a de toute façon, au-delà de la peine générale que vous serez amené à prononcer, la nécessité impérieuse à ce qu'une poursuite de soins, pour la plupart d'entre eux, continue à exister et dans un cadre judiciaire. Alors concernant la personne de Jérôme, j'ai moins retenu une chose, c'est la motivation qui a été celle du juge de l'application des peines et qui indique ceci: compte tenu de la nonchalance de l'intéressé à l'égard de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve, du non-respect total de l'obligation de soins dès lors qu'il ne fournit pas de justificatif de suivi médical et en dépit des missions intérimaires qu'il a la possibilité d'effectuer qui n'empêchent en rien la commission de nouvelles infractions, il convient de révoquer, etc., etc. Pourquoi cette motivation du juge de l'application des peines et qui a retenu mon attention? C'est parce que dans la déclaration que vous fait Jérôme aujourd'hui, c'est de vous dire que finalement, il trouve qu'il y a une certaine injustice à cette révocation partielle de son sursis avec mise à l'épreuve, puisqu'il a quasiment rempli le contrat, puisqu'il a travaillé. Oui, sauf que précisément, le juge d'application des peines indique que c'est pas l'accumulation de ces missions intérim, ou en tout cas la persistance d'un travail tout à fait réel et certain, qui empêche pour autant la commission de nouvelles infractions. Et la preuve en est, c'est que malgré de précédentes incarcérations pour des durées relativement longues, celui-ci n'en a pas moins persisté dans sa consommation de produits stupéfiants. Donc pour l'ensemble de ces éléments, je vous demanderai à titre infiniment exceptionnel, puisqu'on a déjà 2 condamnations pour des faits relatifs à un trafic de stupéfiants, de bien vouloir écarter la peine plancher, de prononcer en revanche à son encontre une peine minimum de 6 mois d'emprisonnement. Le concernant, je ne suis pas favorable à ce qu'un nouveau sursis avec mise à l'épreuve soit prononcé, pour la simple et bonne raison qu'il y en a déjà un en cours d'application. Je ne vois donc pas trop quelle serait l'utilité d'une nouvelle peine de sursis avec mise à l'épreuve. Concernant Kevin, je crois qu'il vous a fait la parfaite démonstration de l'extrême fragilité de sa situation. C'est pas uniquement le fait d'avoir un manque de compréhension dans les questions qui étaient posées. Je crois que le problème est loin d'être réglé le concernant, surtout qu'il a passé son temps non seulement à minimiser son implication réelle, et qui résulte pourtant, là encore, d'éléments strictement objectifs, mais là encore de relativiser son implication dans un trafic réel de stupéfiants. Je vous demanderai donc de bien vouloir prononcer la peine plancher de 4 ans d'emprisonnement, mais de la sortir à hauteur de 3 ans d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 années, comportant principalement, et ce sera le cas pour toutes les autres peines, d'une obligation de soins et d'une obligation d'exercer une activité professionnelle ou une formation. S'agissant de monsieur,
Vous avez une période d'incrimination relativement longue. Là encore, l'intéressé se trouve en état de récidive légale. Bien évidemment, nous jure la main sur le cœur aujourd'hui que tout est arrêté, qu'il n'y a plus de difficultés. Force est néanmoins de constater, au vu de ses antécédents et de sa persistance dans la consommation et surtout dans la vente de ce type de produit, que les choses ne sont pas aussi simples. Raison pour laquelle je vous demanderai de prononcer la peine plancher à hauteur de 4 ans, dont une moitié sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Concernant monsieur, s'il se trouve lui aussi en état de récidive légale et compte tenu de ce qu'il a pu vous dire, qui n'est pas exactement de la même teneur que les autres protagonistes, je vous demanderai là aussi d'écarter la peine plancher, mais de prononcer à son encontre une peine de 12 mois d'emprisonnement, assortie intégralement d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant un délai de 2 ans. Concernant monsieur, son implication dans les faits est tout à fait importante. Je vous demanderai donc de prononcer à son encontre une peine de 18 mois d'emprisonnement qui pourront être assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, mais pendant un délai de 3 ans. Concernant monsieur, là encore un ancrage très ancien dans la toxicomanie, dont on voit bien qu'il est loin et bien loin d'en être sorti. Vous avez le concernant une activité de revente qui est tout à fait importante. Je vous demanderai de prononcer à son encontre une peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 20 mois seulement seront assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant le délai maximum de 3 ans. Concernant Emmanuel, vous avez une personne qui se présente à la fois en disant écoutez, il se passe effectivement plein de choses chez moi, beaucoup de monde défile et bien évidemment nous sommes dans les stupéfiants, mais je me mets des œillères et je ne vois pas tout cela, et qui affirme sans ciller à votre bar que plus de 500 € retrouvés au domicile en petite coupure correspondent bien évidemment aux économies du RSA, et que je pense qu'ils vont être le seul couple en France à pouvoir s'offrir des vacances au ski grâce aux économies du RSA. Je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de ce type de propos, à la fois parce que c'est, je pense, plutôt injurieux à l'égard des autres personnes qui vivent également du RSA et qui ont du mal à s'en sortir, parce que comme son nom l'indique, ou l'indiquait en tout cas sous l'ancienne dénomination, c'est un revenu minimum qui permet vraiment à peine de joindre les deux bouts et qui en tout cas entraîne moult dettes de la part des personnes qui sont bénéficiaires de ce type de revenus, qui permettent assurément pas de financer que ce soit des vacances au ski ou effectivement les télévisions 127 cm ou tout ce qui a pu être retrouvé au moment de la perquisition au domicile. Je vous demanderai donc de prononcer à son encontre, et compte tenu principalement bien sûr de son ancrage dans la toxicomanie, une peine de 18 mois d'emprisonnement qui pourrait être intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Et enfin, concernant monsieur qui, à part se présenter comme un simple revendeur qui dépanne, toujours cette subtile nuance entre le dépannage et la vente, sauf que juridiquement, et heureusement d'ailleurs pour le droit français, il n'y a aucune différence entre le simple fait de dépanner et le fait de vendre. Je vous demanderai donc, compte tenu de l'importance extrême des quantités qui ont été achetées et bien sûr revendues, prononcer à son encontre une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an seulement sera assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, comportant bien sûr principalement les mêmes obligations de travailler et de soins. Et enfin, je vous demanderai d'ordonner la confiscation des scellés. Confiscation de l'ensemble des scellés ? Oui. Parce qu'il y a du numéraire qui a été pris auprès de plusieurs prévenus. Très bien, alors vous prenez la parole, maître ? Je suis seule, Monsieur le Président, donc à moi l'honneur de commencer puisque mes confrères ont disparu. J'interviens en ce qui me concerne pour Jérôme. Il lui est reproché un usage, détention, acquisition, transport. Alors en fait, c'est beaucoup de qualificatifs, beaucoup d'infractions pour en réalité, alors je ne veux pas faire comme ce qui est reproché aux prévenus de minimiser, mais nous savons qu'en réalité, qu'a-t-il fait ? Il a acheté du cannabis sur Chaumont, il habite Tonnons-les-Joinville, je crois, ou Joinville lui-même, donc forcément il l'a transporté et forcément il l'a acquis, il ne l'a pas volé, heureusement, je ne sais pas s'il aurait été poursuivi pour vol de stupéfiants. Voilà, donc ça peut être impressionnant au niveau de la liste des infractions qui sont mentionnées dans l'acte de poursuite, mais en réalité il a consommé
uniquement du cannabis. Il ne trafiquait pas, il ne donnait absolument plus dans les stupéfiants, simplement un coup de vague à l'âme, je vais dire, et en tant que mâle, entre guillemets, qu'il est, eh bien, il ne vous a pas dit aujourd'hui pour quelle raison il a à nouveau consommé au retour de vacances, mais c'est dans le dossier, eh bien, c'est peine de cœur, dirons-nous, hein, on le voit dans le dossier, il venait de se séparer de son ami, et en rentrant de vacances, alors qu'il va chercher sa petite fille qui a 6 ans maintenant, eh bien, il s'aperçoit que celle à qui il est toujours accroché, avait un nouveau partenaire, ça l'a déstabilisé, il est rentré, il était tout seul dans la maison, il est rentré, il a vu son ex-ami, la maman de sa petite fille avec quelqu'un, donc un coup de blues, et il a reconsommé un peu du cannabis, ce qu'il a confessé, et c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Voilà, hein, voilà toute la grande faute qu'il a commise. Alors, le ministère public vous a demandé, et j'apprécie son objectivité, dans la mesure où elle vous a demandé de ne pas faire application de la peine plancher, parce qu'effectivement, il est en récidive. Eh bien, c'est très bien, mais elle vous a tout de même demandé de prononcer une peine de 6 mois ferme. Je vous demanderai de ne pas le renvoyer en prison ferme, si je puis dire, dans la mesure où son insertion professionnelle et sa dépendance vis-à-vis des stupéfiants est parfaitement acquise, et en mon sens, on le sent, c'est pas quelqu'un qui est fragile, il est bien réinstallé, il est dans l'optique travail, famille, voilà, donc je vous demande de faire droit à mes observations en ce qui concerne Jérôme. Très bien, merci maître. Oui. Vous prenez tout de suite. Oui, monsieur le président, je vous remercie. Mesdames du tribunal, j'interviens pour monsieur Philippe. Alors, ce qui est important, c'est de connaître le passé. Ce qui est sans doute encore plus important, c'est de connaître l'avenir. Ce que devient et ce que deviendra monsieur demain. On parle effectivement de l'autre côté de la barre vis-à-vis de madame le procureur, et je conçois ces réquisitions, évidemment, par rapport à ce genre de phénomène et de fléau. On doit prendre des sanctions exemplaires, va-t-on dire. Certes, encore faut-il les prendre en fonction de l'état de ce dossier, de l'état et de la situation de la personne et des efforts qu'il est prêt à faire. Et cette explication pour vous dire, monsieur le président, mesdames du tribunal, que dans une affaire de stupéfiants que vous avez l'habitude de gérer régulièrement, on vous demande systématiquement, lorsqu'il y a récidive, et c'est le cas malheureusement pour mon client, dans les faits qui lui sont, l'intégralité des faits qui lui sont reprochés d'ailleurs, cette peine plancher. La peine plancher qui aujourd'hui est brandie systématiquement par le ministère public, mais je crois que cette peine plancher, vous avez le droit effectivement, monsieur le président, mesdames, de revenir dessus. La peine plancher, vous pouvez l'écarter si vous avez des éléments au dossier qui vous permettent, ou des explications, des observations, qui vous permettent de mettre à l'écart cette peine plancher. Eh bien moi je demande aujourd'hui au tribunal d'écarter cette peine plancher. Pourquoi ? Je crois que ce serait détruire justement l'essentiel des efforts qu'il a fait pour essayer de s'en sortir. Alors il est en train d'écoper une peine d'emprisonnement pour autre cause, c'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui derrière moi. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui, en maison d'arrêt, travaille. Il travaille en cuisine, il donne satisfaction, au point même de dire que en sortant de maison d'arrêt, ce qu'il envisagerait, c'est éventuellement de rentrer effectivement dans une profession de la bouche. Et Dieu sait si c'est demandé, je voyais encore une émission ces jours-ci, on dit on manque de monde. Il y a des tas de restaurants qui demandent effectivement du personnel. Eh bien tant mieux, ça peut être une porte pour lui, cet essai en maison d'arrêt, de dire voilà j'ai goûté, je m'aperçois que ça correspond à ce que je pourrais faire, et ça va peut-être me donner le pied à l'étrier en sortant. Alors je crois que cette peine qui vous est réclamée de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 au minimum ferme, est trop lourde. Vous apprécierez, je vous demande de ne pas appliquer la peine plancher, je vous demande de revoir à la baisse la peine d'emprisonnement, et je ne vais pas dire, je m'oppose à cette peine d'emprisonnement, je me doute que malheureusement le tribunal, au vu des faits, va devoir prononcer vraisemblablement une peine d'emprisonnement, mais si tel est le cas, je vous demande de la sortir d'un maximum de sursis pour permettre à mon client qui est relativement jeune, mais qui a 2 enfants, il vous l'a dit tout à l'heure, qui ont 11
Et 8 ans, c'est important aussi. C'est une personne qui veut refaire sa vie avec une personne qui est aujourd'hui dans la salle pour l'épauler un petit peu. C'est quelqu'un qui essaye de retrouver une certaine stabilité. Les erreurs ont été faites, il les reconnaît, il les a reconnues depuis le début. Je crois que au moins c'est tout à son honneur et que le tribunal doit prendre acte de ces éléments. Je demande à la justice aujourd'hui de faire justement son œuvre en fonction de sa situation et de faire en sorte de lui approprier la sanction qu'il mérite, mais qui ne doit pas être aussi élevée que les réquisitions formulées par le ministère public aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci, maître. Oui, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, c'est vrai qu'humainement, on ne peut pas rester insensible dans ce dossier face à cette détresse de cette jeunesse, face à cette jeunesse qui s'est à un moment détruite et à cette souffrance. Parce qu'en général, quand on consomme de la drogue, c'est qu'on est en souffrance. En général, c'est quand les choses ne vont pas. Quand on est heureux, on ne consomme pas de produits stupéfiants. Et c'est vrai qu'on est dans une société violente où les moments de faiblesse sont des fois assez vite sanctionnés. Concernant monsieur, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les cessions, sur les actes de cession qu'il aurait commis. Alors effectivement, il vous l'a dit, il a reconnu, à un moment donné, il a cédé, c'est vrai. Mais une chose qu'il ne vous a pas dite, et qui est importante à savoir, c'est que lorsque monsieur revendait le gramme à 30 €, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, même s'il ne voulait pas le dire, il m'a autorisé à le dire, il se servait dessus. Donc en fait, il ne vendait pas 1 gramme, si vous vouliez, c'était moins d'1 gramme. Donc on parle de profit, c'était pas un profit financier, mais c'était quelque part, effectivement, il tirait des profits, et c'est un profit de quelqu'un qui est dépendant, qui veut consommer, et malheureusement qui, pour financer sa consommation, pour pouvoir consommer, pour satisfaire ses besoins, qu'ils soient physiques ou psychologiques, revendait de l'héroïne. De façon ponctuelle, ça n'a pas été régulier, mais c'est vrai que cet élément que je viens de vous dire est quand même important. Parce que sinon, on ne comprend pas. On se demande, on se dit, mais si il achetait le gramme à 30 €, pourquoi il le revendait à 30 €? Quel est son intérêt là-dedans? En fait, il y avait un autre intérêt, c'est qu'effectivement, sur certaines personnes, concernant certaines personnes, il se servait au préalable. Voilà. Donc, ça démontre la réalité. Et quand il vous dit qu'il consommait, quand il vous dit qu'il était dépendant, ça démontre, la réalité de sa dépendance. C'est triste, je le sais. Mais maintenant, la situation a également évolué et il n'en est plus là. Et c'est vrai que quand Madame le procureur dit « il n'est pas sorti de la drogue », je ne comprends pas sur quel élément objectif on peut se fonder aujourd'hui pour dire qu'il n'en est pas sorti. Vous verrez à mon dossier, on a un contrat de travail, on a un CDD et on a également après un CDI. Et c'est vrai que Monsieur le Président, tout à l'heure, vous aviez relevé la qualité, la nature du contrat de travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée. Donc c'est vrai que c'est très bien. À notre époque, dans notre conjoncture actuelle, avoir un CDI, c'est rare, ça devient rare. Parce que quand on voit la multiplication de contrats de CDD, de contrats précaires, des missions d'intérim, avoir un CDI aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est très bien. Donc je pense qu'il faut consolider également ces efforts. Le travail se passe très bien. Son employeur est satisfait de lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le contrat a été transformé, si je puis dire, en contrat de travail à durée indéterminée. Donc, ses qualités professionnelles ne sont pas remises en cause. Et c'est vrai que quand on consomme, on ne peut pas être aussi assidu dans le domaine professionnel. Donc, cette insertion professionnelle, ce progrès montre qu'effectivement, on peut faire confiance à monsieur lorsqu'il vous dit « j'ai arrêté ». Toute consommation. Voilà. Donc c'est des éléments qui vont en sa faveur, qui démontrent bien que la peine qui est requise, ça équivaut à 10 mois ferme, est trop sévère. Je vous demanderai de ne pas suivre les réquisitions. Une incarcération pourrait le priver de son emploi et il faut au contraire le conforter. Il ne faut pas le priver de ce qu'il a. Et je pense qu'un SME avec une obligation de soins sur toute la durée se justifierait et serait utile. Très bien, merci maître. Alors, madame, vous approchez. Monsieur également. Donc vous n'êtes pas assisté d'avocat, vous? Non, on va se défendre nous-mêmes. Comment? On va se défendre nous-mêmes. Oui. Vous avez la parole les derniers.
Vous souhaitez nous dire quoi de plus pour votre défense? Je voulais revenir sur 2 faits. Ma télé, ça fait 3 ans que je l'ai, donc ça vient pas de l'histoire de stupéfiants. Et les vacances, VACAF, il y a VACAF qui existe pour les vacances aussi. On me disait que 500 €, on n'avait pas assez pour partir en vacances, mais en fait, grâce à VACAF, ils payent les 3/4 des vacances, et en fait, avec 500 €, on peut partir où on veut. Il y a 2 ans, on est parti à la mer, et on n'a pas eu de soucis. Avec 250 €, c'est ça, on est parti en vacances, grâce à VACAF. Vous avez entendu l'un et l'autre les réquisitions qui ont été faites par Madame le procureur de la République. Vous concernant, vous, Madame, il est requis. Ça ne veut pas dire que le tribunal suivra ces réquisitions, mais c'est la peine qui est réclamée au nom de la société. Il est requis contre vous, Madame, 18 mois d'emprisonnement intégralement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. Et vous, Monsieur, la peine de 4 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire la peine plancher, dont 3 ans ferme et le surplus, 1 an, en sursis avec mise à l'épreuve. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la peine qui a été requise? Je trouve que ça fait un peu beaucoup parce que je suis pas récidiviste et jusqu'à maintenant, j'ai tout fait pour essayer de me sortir de là. J'y suis arrivé et voilà, quoi. Et vous, Madame? Je pense que c'est une peine méritée parce que je peux pas être punie. Enfin, je peux pas ne pas être punie, forcément. Donc, j'accepte. T'as rien à dire. Bon, très bien. Le tribunal va se retirer, alors à la fois pour délibérer et on reprendra pour l'audience de l'après-midi. Alors, quelle heure est-il? Il est 14h30? C'est bon, 14h30? Donc à 14h30, donc le délibéré sera vidé à ce moment-là. Voilà, l'audience est suspendue. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais rendre le jugement de ce matin d'abord. Alors, monsieur Kevin... Alors, il est parti, vous savez, monsieur le président. Ah oui, d'accord. Travailler à Normandie. Le tribunal le déclare coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, le condamne à la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve de 2 ans, comprenant une obligation de soins et une obligation de travail. Alors, ensuite, monsieur Jérôme... Alors, monsieur, vous encourriez, en raison de vos antécédents judiciaires, l'application de la peine plancher de 4 ans. Alors, le tribunal a décidé d'écarter l'application de cette peine plancher. Vous n'aurez pas 4 ans d'emprisonnement, ni ferme, ni avec sursis. Alors, cela étant, le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. Monsieur Philippe... Alors, le tribunal vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 30 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve d'une durée de 2 ans, comprenant 2 obligations principales, une obligation de soins et une obligation de travailler. Ensuite, monsieur Claude, vous approchez, monsieur. Alors, monsieur, le tribunal vous déclare coupable de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, écarte vous concernant l'application de la peine plancher que vous encourriez. Alors, en conséquence, le tribunal vous condamne à la peine de 12 mois d'emprisonnement, intégralement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve de 2 ans, comprenant une obligation de soins et une obligation de travailler. Voilà, monsieur. Merci. Monsieur... Alors, monsieur, le tribunal vous condamne à la peine de 18 mois d'emprisonnement, intégralement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve de 3 ans, avec 2 obligations, une obligation de soins, une obligation de travailler au sens large du terme. Bon, vous avez déjà eu un sursis avec mise à l'épreuve? Oui, donc vous savez de quoi il s'agit. Voilà, monsieur. Monsieur Philippe.
Alors, le tribunal vous déclare coupable de l'ensemble des faits reprochés, vous condamne à la peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 20 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans, comprenant 2 obligations principales, une obligation de soins et une obligation de travail. Alors, ensuite, Madame Emmanuelle... Ils sont partis. Alors, Madame est déclarée coupable des faits reprochés. Le tribunal la condamne à la peine de 12 mois d'emprisonnement, intégralement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans, comprenant là aussi les obligations de soins et de travail. Enfin, Johnny, il est déclaré coupable également des faits qui lui sont reprochés, et le tribunal le condamne à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans, comprenant obligation de soins, obligation de travail. Alors voilà pour ce dossier. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.